armes et le haricot qui vient de l'Est, il vient ici et puis il revient encore, il rentre à Goma sur le front. C'est des choses incroyables qu'on a vécues dans ces pays. C'est dire que nous aurons la paix le jour où on va croire que pour faire de la politique, les gens intelligents, c'est un débat qui existe depuis l'Antiquité, qui doivent faire la politique. Depuis l'Antiquité, les gens ont discuté. Et dans beaucoup de pays, on a cru que ça doit être les meilleurs. Dans certains États qui sont des États bandits connus, tout le monde dit « nous sommes bandits, mais nous voulons être dirigés par les meilleurs d'entre nous ». Si tu as déjà eu une maîtresse à l'écart, n'ose pas. Si tu as déjà volé un jour, n'ose pas. Nous tous, on est bandits, mais nous voulons être dirigés par les meilleurs. Il n'y a qu'au Congo où on fait l'inverse. Parce que même les États bandits font ça. Et chez nous, on croit que ce sont les bandits qui doivent diriger, les hommes sérieux doivent s'asseoir. Et donc, la guerre, les violences, l'insécurité se termineront quand on croira que quand quelqu'un a fait des crimes, quand il a violé, on ne peut pas le remercier en lui donnant le grade de général et refuser de le libérer à la justice internationale. C'est là que réside le vrai problème. Le vrai problème ne réside pas dans beaucoup de choses. Le vrai problème réside dans notre armée qu'on doit refaire. Parce que notre armée est pratiquement menacée par un syndrome milicien depuis 60. C'est des gens qui s'organisent, qui se révoltent, et puis ils deviennent des généraux alors que ce n'était que soit des adjudants ou des lieutenants. Depuis 60, c'est des gens qui étaient des civils, qui portent l'arme et qui transportent un fusil, qui deviennent des généraux, des hauts officiers et qui nous dirigent à haut niveau. Le jour où on mettra fin à cela et qu'on voudra bien s'asseoir, concevoir une politique nationale qui implique la révision de la carte sécuritaire de la République démocratique du Congo, puisque les enjeux ont évolué. Il faut revoir sur comment protéger le pays, comment refaire de nouveaux camps militaires, comment refaire de nouvelles bases militaires. Le problème est plus complexe. Mais ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est aussi, comme je l'ai dit, autant de paliers sur lesquels il faut travailler. Les problèmes qui sont au niveau local, qui encouragent, parce que l'insécurité qui est, en fait, les conflits, les tensions locales sont exploités par ceux qui viennent du niveau national, ceux qui viennent de l'extérieur pour dire il y a du désordre qui m'insécurise, je voudrais me mêler de votre affaire. Et donc, nous pouvons parler longuement, mais je crois que c'est au cœur de la gouvernance congolaise que se trouve le mal et c'est cette gouvernance qu'il faut guérir. Cela a été notre propos. Pour toutes les contributions et pour l'intérêt que pratiquement tout l'auditoire a accordé à cette conférence, je voudrais encore dire merci aux responsables de Télé 7 et aux responsables des deux centres qui ont accepté d'organiser cette matinée. En fait, il m'a demandé de clarifier puisque je mêle guerre, criminalité, insécurité. Oui, c'est fait à dessein. Parce que justement, comme je l'ai dit, nous, les intellectuels, nous avons un seul défaut. Et souvent, comme il a dit, il y va du point de vue juridique. Et la faiblesse de nos analyses, justement, c'est de croire que les faits sociaux ou les événements, quand ils se présentent, ils prennent d'abord un étage juridique, ensuite ça devient un étage biologique, ensuite encore un étage. Et le plus souvent, quand nous faisons des études, ce sont des études pratiquement qui ne nous amènent pas à avancer. Les choses sont tellement entremêlées que le plus souvent, il est difficile de séparer, mais ces faits peuvent vous amener vers ce qui est juridique, vers ce qui est géographique, ce qui est historique, et ainsi de suite. Ça, c'est sur le plan méthodologique pour comprendre la guerre au Congo, parce que comme je l'ai dit, il y a tellement un mélange de politique et de business qu'il est très difficile de savoir quand est-ce qu'on a pris une mesure politique, où est-ce qu'on a pris cette mesure et comment on va devoir l'appliquer. Et donc, si on ne mêle pas les choses, on ne comprend pas. Alors, c'est des vocabulaires comme insécurité qui pratiquement peuvent mieux nous éclairer, apprenant à la fois ce qui est guerre, ce qui est criminalité. Je prends par exemple le Kuluna. Savez-vous que le Kuluna, c'est un bon matelas pour tout celui qui peut vouloir faire une aventure à Kinshasa? Parce qu'ils attaquent tout le monde, ils insécurisent tout le monde. Même les plus grandes autorités. Et donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui programme quelque chose, il ne manquera pas une armée. Cela se fait davantage dans les milieux ruraux où je vous ai démontré comment il y a des chômeurs au vrai sens du terme, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas faire ni l'agriculture ni l'élevage, qui constituent une main-d'œuvre disponible pour toute aventure.
Et donc, il y a une multitude de causes, et moi, je ne pense pas que cela puisse se faire à 15 minutes. Une bonne analyse sur la situation de l'Est, où on essaie un peu de déchiffrer les choses, où on essaie un peu de comprendre suffisamment les choses, ça ne se fera pas à 15 minutes. Et où on doit être plus pratique. Je pense que ça demande plus de temps pour que chacun de nous prenne 1 heure au moins pour d'exposer, pour que nous puissions bien discuter. Je crois que les compétences sont là, on est en mesure de bien démontrer ce qu'on demande. Alors, si on était gouvernant, quelle est la première mesure qu'on ferait? Je l'ai déjà dit moi. J'ai dit la première mesure, je vais séparer le business de la politique. C'est la première mesure que je vais faire. Dès le moment où on va enlever de la tête des dirigeants congolais, parce que j'ai attendu qu'il y a un projet, il y a même un ministre qui est chargé de la nouvelle citoyenneté pour enlever de nos têtes, nous, les populations, hein, les mauvaises mentalités de corruption. Moi, j'ai dit, il doit d'abord faire, cet exercice doit être fait d'abord au sein du gouvernement. Parce que le mal vient de là. Il n'y a aucun mal qui se produit dans la société si ce mal n'est pas en connexion avec les hauts sommets de l'État. C'est au niveau du sommet de l'État que tout est impulsé. Si vous avez appris qu'on a loti une rue quelque part, on vous dira qu'il y a telle autorité derrière. Si on a loti une concession, il y a toujours une autorité de haut niveau. S'il y a un trafic, si on attrape une cargaison de minerais, un avion plein de millions de dollars, on ne vous dira pas qu'on a jugé les coupables à tel endroit. Ça se termine comme cela, comme l'événement que nous avons connu à Goma. C'est dire que les choses sont tellement compliquées que pour moi, je voudrais qu'on sépare le business de tout ce qui est politique et qu'on fasse d'abord la politique et puis on fera le business quand on sera retraité. Oui, je voudrais un peu, avant de répondre à la question de Madimba, je voudrais apporter aussi une information sur ce que le professeur Abemba dit. J'ai eu un entretien avec le professeur Edbert Weiss pendant 4 heures. Il voulait me convaincre que ce que j'aimais ici, ce n'est pas vrai. Je lui dis, professeur, moi je ne vous crois pas. Je n'ai rien inventé. J'ai commencé à lui citer des livres que j'ai lus. Ah non, il ne faut pas suivre ça. Non, moi je dis, mais tant qu'il n'y a pas le contraire, moi je maintiens ça. C'est ainsi que, juste ça fait à peu près 3 ou 4 ans maintenant, que vous avez non à la balkanisation de la RDC. Autre élément. Dernièrement, j'ai reçu la directrice de la presse, mais qui travaille au département d'État américain. Une jeune Française qui est venue dans mon bureau. Elle est venue visiter un peu la presse. Ils sont arrivés avec un Congolais qui s'appelle Kalonji. On a commencé à discuter avec elle. Et à la fin, nous sommes tombés sur les noms à la balkanisation. Il me pose la même question au sanguiste. Moi, je dis, madame, moi, j'ai des preuves. Si vous avez des preuves contraires, il faut les amener. Comme ça, j'abandonne. Sans ça, je n'enlève pas. Autre chose aussi, avec M. Kabongo Malou, on a eu une discussion avec deux diplomates du centre culturel américain dans mon bureau pendant 1 heure du temps. Ils voulaient comprendre quel est le sens qu'on donne à la balkanisation. On leur a expliqué. Ils ont fait les rapports à Washington. Après un temps, nous on ne savait pas. Après un temps, j'étais en Chine, c'est mon ami Bienvenu qui m'appelle, me dit non, il y a Wikileaks qui a révélé ce que vous avez dit. Je lui ai demandé de publier ça. Je pense que ceux qui lisent les documents comprendront qu'en Amérique, tout le monde n'est pas d'accord sur la balkanisation. Il y a des forces qui s'affrontent. Il y a des hommes d'affaires, il y a des militaires. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais tout dépend de nous maintenant. Si nous ne faisons rien, ceux qui sont forts vont nous imposer. Donc, nos amis jouent sur le temps. Ça fait 10 ans, 20 ans. Les enfants aujourd'hui ne connaissent même pas la géographie. D'ici peut-être 15 ans, ils ne comprendront rien. Ils vont oublier. Dès qu'on amène la carte, ils vont accepter. Donc, ils jouent sur le temps. Je voudrais répondre maintenant à la question de Madimba. Je pense que ce qui est problématique ici, tout passe par l'enseignement, bien par l'université. Je vois la plupart des étudiants qui viennent chez moi me poser des questions. Trop peu lisent. Or, les connaissances sont dans les livres. Les livres sont là. Il suffit de faire le tour en ville. Même par terre,
pour voir que la connaissance est par terre maintenant. On vend les livres par terre là. Tout est dedans. Moi, j'achète mes livres là-bas. Donc, il faudrait que les élites intellectuelles, les professeurs d'université, soient exigeants. Ne pas donner des points gratuitement à votre frère étudiant. Il faut qu'on arrive à cela. Ici, on distribue des diplômes, il y a des tests de complaisance. Rien ne peut marcher comme ça. C'est bien qu'on se retrouve ici, mais quand on vous prend, on vous met devant un Rwandais, bien rodé, il vous casse. Donc nous devons revoir notre manière de donner cours ou bien de faire des recherches. Mais autre chose aussi, nous sommes dans une société où il n'y a pas de compétition. Il suffit de chercher un travail, tu as un cousin, un frère, il te recommande. Tu n'as pas besoin d'apprendre, même pas faire des recherches. Mais s'il y a une compétition, tu seras obligé d'apprendre. Il faudrait qu'au niveau de l'université, qu'on apprenne aux étudiants d'être compétitifs. Ici, chez nous, il y a la complaisance. Et dans ces conditions, il ne faut pas espérer que les gens vont exploiter, vont faire des recherches sur base d'ouvrages. Toutes les informations sont là. Ce que je vous donne là, quand je passe à Paris, c'est quoi le problème chez nous? Les élites corrompues. Des élites qui ne comprennent rien. Aujourd'hui, chaque élite met sa voiture en mer, des vestes, ou de mettre l'intelligence. Quand on part à Paris, au lieu de faire les tours là où il y a des livres, on ne cherche même pas. On va chercher des souliers de 10 000 à 15 000 dollars pour acheter. Ils sont à Bruxelles, même chose, on achète des costumes. Combien visitent des librairies à Bruxelles, à Paris? Et quand tu sors un livre, on m'appelle, mais non, on n'a pas ce livre-là. Mais il vient de Paris, il vient de Bruxelles. Il faudrait que nos élites comprennent, nous devons apprendre, nous devons lire. Sans ça, je vous assure, même si nous crions ici, dès qu'on quitte ici, les gens vont oublier. Et demain, vous verrez des petits blancs de 20, 25 ans venir parler à nos papas professeurs comme devant les enfants. Après, ils ne connaissent même pas quelque chose. Donc il faudrait qu'on se prépare à affronter. Je passe souvent sur Télé 7, Cheikh Anta Diop. Je ne sais pas si les gens suivent ça. Nous devons nous armer. Nous devons amener du savoir. Il faut apprendre. Tant qu'on n'a pas appris, on va pleurer, mais ce sera trop tard. Madimba me demande si la violence doit être légitime et légalisée dans la reconstruction de l'identité collective. Non, je voudrais dire plutôt que si on doit reconstruire l'identité collective, c'est une reconstruction qui passe par une violence ontophagique, c'est-à-dire une violence appliquée à l'être et sur l'être pour l'enlever dans la médiocrité où il s'est englué et l'amener un peu plus haut. Donc, cette violence-là, c'est appelé une violence ontophagique. Ce n'est pas une violence brute, militaire et tout. Et parce que si nous devons aujourd'hui, par exemple, demander à nos étudiants de lire le discours de Lumumba chaque jour, chaque matin, de lire quelques parties de ce discours, c'est une violence qu'on applique à l'ère horaire, n'est-ce pas? Si nous demandons à nos étudiants, par exemple, on dit, toi là, à l'université de Kinshasa, personne n'aura son diplôme de licence s'il n'a pas fait même pas un seul TP sur les pères fondateurs. Et nous les définissons. On dit Lumumba, Kasavubu, Pierre Moulélé, Musée Laurent Désiré Kabila. Il faut un TP. Que tu fasses les sciences économiques, que tu fasses la médecine, que tu fasses la chimie ou la physique, on te dit, nous voulons tout simplement, ici, là, avoir un TP, n'est-ce pas, fait par toi, une recherche sur un père fondateur, un de ces aspects de la vie. Donc, c'est une violence qu'on applique sur les enfants. Si nous devons demander, n'est-ce pas, à nos étudiants de cesser de boire les soupunatolo, désormais de faire, n'est-ce pas, de faire du sport. N'est-ce pas? Je ne vois pas beaucoup de stades de football à l'université de Kinshasa. C'est curieux. Parce que les étudiants ici, vous n'allez pas acquérir une nouvelle conscience nationale et collective si vous ne faites pas du sport. C'est-à-dire qu'il faut apprécier votre corps. Et on apprécie son corps en faisant du sport. Vous voyez les Américains, ils étaient premiers, les Noirs américains, ils étaient premiers dans tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont acquis, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le respect pour leur corps. Le respect pour le corps humain, c'est dans le sport. En faisant du footing, en parlant beaucoup, tout ce que vous faites là, sauf en prenant les soupunatolo, en passant tout votre temps dans des beuveries. Nous sommes les seuls pays africains où les gens boivent trop. C'est ainsi que nous sommes collectivement abrutis. Donc, il faut éviter toutes ces histoires-là. Et c'est toujours une violence quand on oblige les jeunes gens, par exemple, à faire de la boxe, de karaté. Je serais heureux, moi, de vous trouver tous nus ici dans cette cour, en train de faire du karaté, de vous battre. Les gens ne doivent pas passer tout leur temps dans des petites chambres mal aérées. Et je regrette.
Et je regrette, moi je vais dans vos homes là-bas, je trouve des chambres trop sales. Je dis aux étudiants, mais vous ne serez jamais des élites dans cette saleté. Vous allez attraper les typhus, des maladies des mains sales, des bêtes, des chiens idiots, en vivant dans des coins pareils. Vous ne pouvez pas devenir des élites. Vous ne pouvez pas être des élites en allant faire des besoins dans la forêt ou bien dans la brousse. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas l'être. Et ça, vous devez cesser. Vous vous organisez. S'il n'y a pas de toilettes dans les homes, organisez-vous. Faites la démonstration de votre force. Vous dites, il n'y a pas de toilettes, nous devons avoir des toilettes. Nous payons des minervales. Tout ça, c'est comme ça que les hommes apprennent. Mais moi, je dis aux gens, il y a un homme qui est sorti d'ici, devenu DG, il va dans une entreprise, il ne paye pas l'eau et l'électricité. Et comme DG, il va à la toilette avec un seau. Je dis, voilà ce que le campus ça nous a donné. Il a passé les 5 dernières années de sa vie, 5 dernières années de sa vie, aller dans la forêt, voilà. Donc moi, je dis que c'est la violence, tout ça. Il faut que vous puissiez vous penser positivement. Vous savez, vous n'avez peut-être pas des habits, hein, mais chaque matin, réveillez-vous proprement, habillez-vous proprement, une vieille cravate. Mettez-vous dans la tête que vous êtes acteur et maître de votre histoire. Et que ce que vous faites là, vous le faites au nom de Dieu. Parce que c'est quand les hommes ont récupéré les faux prométhéens, qu'ils ont récupéré toutes les prérogatives que Dieu détenait dans ses mains, qu'ils sont devenus ceux qui sont devenus, c'est-à-dire les maîtres de leur histoire. Puisqu'après tout, Dieu nous a maintenant tout donné. Pourquoi est-ce que vous allez vous conduire comme des esclaves? Donc, vous pouvez arriver à ce niveau-là en faisant une violence ontophagique. Et je pense, et les professeurs, et les étudiants, nous, on va s'y mettre pour dire à tout le monde ce qu'il doit faire. Nous n'avons pas de choix. Et c'est tout ça pour arriver à quel résultat? C'est-à-dire arriver à avoir des Congolais qui se pensent positivement, qui se donnent beaucoup de dignité. C'est-à-dire, ils voient un taxi où il y a 3 personnes derrière. Oh, ben pas content, on a 4 têtes, on a 4 têtes. Oh non, ici dans les bus, ici, on a debout. Non, on a tellement debout. Oh, les taxis là, on est coincé comme ça. Non, on a côté. C'est comme ça que les hommes acquièrent leur dignité. Et quand vous allez commencer à refuser, nous allons obliger cet État ici à créer un service, un véritable service de transport. On ne peut pas, à moins de considérer que ces administrés sont des animaux, ne pas avoir dans un pays comme le Congo un service de l'État qui fait des transports en commun. Ça signifie quoi? Parce que quand, en absence de ces exercices, le peuple perd toute sa dignité dans la rue. Des gens qui se mettent dans la rue pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, toute une journée, pour attendre un bus hypothétique, sous un soleil accablant, et après on dit aux gens, ah non, comment ils ont produit leur dignité comme ça? Mais c'est scientifiquement fait. On n'installe pas un service public de transport, et les gens perdent totalement la dignité pour eux-mêmes. Ils perdent totalement confiance en eux-mêmes. Ils ne peuvent pas programmer, ils ne peuvent rien faire. Donc, demander à un État de faire un service public de transport, c'est un devoir fondamental. Parce que sans ça, voilà ce que nous sommes devenus. Des gens incapables de répondre à un rendez-vous. Nous avons intériorisé cette dimension-là. Alors que dans d'autres pays, vous ne voulez pas faire ça, mais nous mettons dans la rue. Nous nous mettons dans la rue. La Constitution le dit. Et puis, lisez la Constitution, ils nous donnent beaucoup de droits. C'est l'ensemble de tout ça qui vont nous donner l'idée que nous sommes un peuple historiquement identifié, vivant sur un territoire, et que tout le monde nous avons le droit d'être respectés. Quand les gens ont de telles idées, ils n'ont pas peur de la mort. Pourquoi vous allez avoir peur de la mort? Parce que les gens, un étudiant qui n'a pas mangé la journée, qui vient le matin, hier il n'a pas mangé, il a fait les pieds, mais il est en train de mourir. Donc évitez, n'est-ce pas, de mourir comme une souris dans une tanière, que vraiment de faire de votre vie un acte de résistance. Voilà, donc moi j'ai dit, Madimba, que vous m'avez demandé qu'est-ce que je ferais comme, si j'étais au niveau de gestion d'un pays, qu'est-ce que je ferais dans mon... Je dirais tout simplement, moi je rendrais l'histoire nationale obligatoire. Et je créerai n'est-ce pas, des éditions congolaises, parce que nous devons publier tout ce que nous faisons ici, tous les livres que nos frères publient chez l'Harmattan. Moi j'en ai publié quelques-uns là-bas. Ça ne vient jamais au Congo, c'est une censure mondiale. Nous devons publier tous nos livres ici et les traduire en lingala, chiluba, kikongo pour donner aux gens. Comme j'interviens souvent le dernier, je suis aussi souvent tenté d'aborder 1000 choses à la fois. Je pense qu'à la question ou aux questions du professeur Kabeya, concernant d'abord la jeunesse, la conscience géographique, et je voudrais peut-être dire ceci, que tout cela
n'est pas possible seulement parce que nos étudiants auront pris conscience. Je ne suis pas philosophe, je crois que les philosophes disent que la conscience, c'est toujours la conscience de quelque chose. Ce n'est pas la conscience en soi. Donc je crois que c'est la conscience pour soi. Ce dont les jeunes ont le plus besoin, parce qu'ils sont, on peut le considérer comme les derniers venus à la surface, ils ont besoin d'utiliser les sens, les yeux, pour apprendre. Moi, je fais la pédagogie, et en pédagogie, on enseigne que l'enfant apprend mieux par l'exemple. L'enfant apprend mieux par l'exemple. Les enfants, les jeunes ont besoin de modèles. Est-ce qu'il existe en RDC des modèles? Lesquels de ces enfants ici voudraient devenir président de la République ou Premier ministre? Lorsqu'à longueur de journée, on dit que les premiers ministres sont des voleurs, ils détournent en vrai ou en faux. Lorsqu'il y a des présidents de la République, l'image que l'on présente, c'est déjà que ça peut se décider, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un ici peut, même faisant les sciences politiques, être comme Hollande, étudiant en sciences politiques, dire à sa mère, moi je vais devenir président de la République? Est-ce que nous, les aînés, nous offrons un modèle, un exemple pour créer, en fait, pour stimuler des vocations dans toutes les activités? Quand moi j'étais chez moi où je grandis, les rêves, c'est de devenir prêtre. Parce que pour nous, les prêtres étaient les plus intelligents. C'était des gens qui étaient venus à Maïdi, ici et consorts, donc ils connaissaient, c'est des gens exemplaires et consorts. Mais aujourd'hui, je crois que plus personne ne voudra avoir la vocation. Donc il y a ce problème. Mais le plus important, encore une fois de plus, lorsqu'il s'agit, en fait, de la perspective, de l'avenir d'une nation, il faut d'abord que la nation se comporte en communauté. Et je voudrais que notre vocabulaire, nous spécialistes des sciences politiques, que ce vocabulaire soit adapté. Parce que très souvent, nous reprenons des expressions consacrées par nos collègues qui écrivent des livres en anglais, en allemand, en espagnol, qui en fait sont des expressions en rapport avec le contexte. Et quand nous disons ça, nos étudiants ne comprennent même pas. Est-ce que sans une perspective d'un avenir, sans la création d'un horizon vers lequel, en fait, l'enfant peut être aspiré, sans la définition d'un avenir, qui est souvent défini par la politique, parce que c'est ça, quand on parle de la politique, la grande politique, quand on dit le chef de l'État, il a le conseil de sécurité, le conseil spécial, c'est pour définir la politique de la nation. Donc une politique globale, pour dire qu'est-ce que nous voulons être. Et quand on parle d'identité, il ne s'agit pas d'abord, en fait, de savoir quels sont les noms ou les préférences des gens. L'être idéal, le Congolais idéal, qui le crée? L'université ne crée pas l'être idéal congolais. La politique, en fait, n'en parle pas parce que la politique nous montre même l'exemple de la médiocrité. On a fait ici des élections en disant que le diplôme est facultatif. Nous ne créons pas l'avenir. Là, je voudrais vous raconter ça. J'étais aux États-Unis en 1999. À la fin de la guerre froide, j'étais parti en voyage d'études. Arrivé là-bas, l'Amérique était en débat. Et des grands professeurs de relations internationales, notamment un certain Joseph Niaï, a écrit un grand article dans Foreign Affairs, la redéfinition de l'intérêt national américain. La nation tout entière, on redéfinit l'intérêt national. C'est-à-dire, c'est quoi l'Amérique? Quelle doit être l'Amérique dans le monde qui a changé? Et je pris parole dans ce débat, parce que les Américains réfléchissaient à ce que l'Amérique devait être. Ayant estimé qu'un spécialiste des relations internationales, professeur, je ne pouvais pas me contenter d'écouter, je parlais. Devant un think tank, à la fin, la dame qui était doyen de la faculté de sciences politiques, Mme Barkan, son mari était conseiller de Clinton, m'a pris par la main et m'a parlé en français. Il dit, professeur, excellent. Amitié parfaite avec l'Amérique, vous l'avez démontré, vous êtes notre ami. Mais ça nous a tellement touchés que nous sommes obligés de te dire à toi, parce que tu es notre ami, c'est que nous avons toujours pensé de votre pays. Votre pays, son problème, c'est quoi? Depuis que vous existez, jamais vous n'avez pensé à votre avenir. Ça n'existe pas. Il dit, c'est ça. Vous pouvez tout faire plaire aux Américains. Les Américains ne vous prendront pas parce que vous serez une charge. Commencez par vous prendre en charge. Pensez votre avenir. Ça, nous ne le faisons pas. Je pense que c'est des choses que nous devons faire. Je voulais dire aussi ceci.
lorsque j'ai parlé de la guerre et qu'on dit, on dit qu'il faut faire des cours fondamentaux, mais je voudrais dire ceci aux étudiants en sciences politiques, que la guerre, on la trouve, elle a comme origine dans des régimes politiques. C'est parce que souvent, nous étudions les régimes politiques sans savoir quoi, parce qu'il y a des problèmes du Congo ici. C'est quoi un régime politique? L'identité d'un pays en tant que collectivité, on la trouve non pas dans le nom qu'on a donné au pays dans la géographie, mais dans le régime politique. Parce que les régimes politiques, la création des institutions et les combinaisons, l'articulation des différentes institutions qui créent l'homme politique, l'homme institutionnel, c'est la preuve de ce qu'on appelle l'intelligence politique qui, pour s'appliquer, a besoin du jugement politique. Or, lorsqu'on étudie nos mœurs, nos comportements politiques, il n'y a ni intelligence parce que nos institutions politiques ne sont pas le produit d'une rationalisation. Vous entendez parler du parlementarisme rationalisé. Vous étudiez le parlementarisme en France, on dit semi-présidentiel. Mais c'est une création de l'esprit, c'est une rationalisation. On ne prend pas des modèles de systèmes politiques, de régimes politiques, simplement parce qu'on les a étudiés. Et en plus, on n'arrive pas à mettre ça en pratique. On vit avec les autres, parce qu'on parle de guerre. Mais vivre avec les autres, ça demande qu'on ait un jugement. Quelqu'un a parlé ici de l'étranger. Mais il ne peut pas y avoir de politique étrangère si vous n'avez pas défini l'étranger. C'est quoi l'étranger en géopolitique, en politique? L'étranger, c'est un ennemi, c'est cela son nom. L'étranger, c'est un ennemi. Et la géopolitique, qui nous enseigne en fait de vivre dans un monde complexe, commence par nous demander, vous ne pouvez pas faire la guerre, vous ne pouvez pas faire la diplomatie si vous n'avez pas fait, c'est-à-dire un récit politique. Un pays, chaque pays doit se trouver, se donner un ennemi contre lequel il pense en fait travailler pour défendre son identité. Or, la RDC, c'est le pays, hospitalité légendaire. Personne n'est ennemi. Les frontières sont ouvertes, qu'on sort. Donc, il y a des fondamentaux, je voulais dire des rudiments de la politique que nous ne faisons pas. Alors, je terminerai par on m'a demandé comment concilier la maîtrise des territoires avec la puissance externe. Mais je voudrais d'abord que nous revenions, je parle surtout aux étudiants, l'État, parce qu'en sciences politiques, c'est science de l'État, science du pouvoir. Je pense que nous n'avons jamais dit aux étudiants exactement qu'est-ce que ça signifie l'État. Nous disons généralement l'État, c'est le territoire. L'État, c'est la population. L'État, c'est la souveraineté. Mais ça signifie quoi ces choses-là? Les territoires, c'est quoi? Les territoires, l'élément du territoire le plus important, c'est la frontière. Mais la frontière existe pourquoi? La frontière nous sépare des autres. Tant que nous n'avons pas une conscience d'être séparés en destin des autres, nous ne pouvons pas. Le territoire, ce n'est pas une simple géographie qu'on administre. C'est d'abord une conscience, et c'est là que j'arrive à la